Dans un premier temps, je voulais vous dire de ne pas hésiter à mettre les vidéos sur pause afin de prendre le temps de bien lire et comprendre les exemples qui s'afficheront devant votre écran. Le langage Java repose majoritairement sur la programmation orientée objet. Commençons par définir ensemble ce qu'est un objet. Un objet permet de représenter un concept plus ou moins abstrait et surtout d'être manipulable. Pour faire une analogie, prenons un exemple du monde réel. Un bâtiment est un terme généraliste qui dispose de propriétés partagées par tous les bâtiments. Par exemple, une année de début de construction. En étant plus précis, on pourrait le représenter par une maison, un palais ou encore un immeuble. En plus d'un nom parlant, ces derniers pourraient avoir des caractéristiques propres. Par exemple, on pourrait associer un concierge à un immeuble. Il est important de comprendre que ce sont toujours des bâtiments avec des caractéristiques générales, donc communes, mais qu'ils peuvent aussi avoir une désignation, donc un nom avec des caractéristiques plus spécifiques. Quand on parle de caractéristiques, cela sous-entend à la fois des fonctionnalités, que l'on appelle plus précisément des méthodes de classe. Les propriétés correspondent quant à elles à des variables associées à nos classes. En somme, un objet est une instance d'une classe qui possède des propriétés, variables, et des méthodes, fonctionnalités, qui définissent son comportement et ses caractéristiques. Les classes sont des modèles qui définissent les propriétés et les méthodes communes à tous les objets d'un même type. Nos objets ne sont pas créés à partir de rien et doivent nécessairement être définis quelque part. C'est là que les classes interviennent. En effet, les classes nous permettent à la fois de définir la structure et le comportement de nos objets. Elles servent de modèle pour créer des objets. Reprenons l'exemple précédent. Nous avons les classes suivantes: bâtiment, personne, maison, palais, immeuble et enfant. Voyons d'abord une première représentation simplifiée de nos classes. Toutes nos classes héritent de la classe objet. C'est pour cette raison que l'on dit qu'en Java, presque tout est objet. Nous avons une classe bâtiment et une classe personne. La première possède une variable de classe date construction, tandis que la seconde dispose de propriétés telles que la taille, l'âge, le poids ou encore un tableau contenant une liste d'objets issus de la classe maison. En effet, une personne pourrait avoir plusieurs biens. Ensuite, à partir de la classe bâtiment, trois autres classes en dérivent: maison, palais et immeuble. La notion qui s'exprime ici est ce qu'on appelle l'héritage. De même, la classe enfant hérite de la classe personne. On remarque qu'une maison dispose de deux propriétés spécifiques: prix maison et nombre de pièces. Point intéressant, on associe à une maison un propriétaire grâce à une variable de type personne présente dans la classe maison. Une classe est composée de différents éléments. Tout d'abord, nous avons un nom de classe tel que maison ou personne. Ensuite, nous avons les attributs de classe qui sont des variables membres associées à la classe. Par exemple, une classe maison pourrait avoir les attributs tels que prix maison et nombre de pièces. Ensuite, il y a le constructeur qui est une méthode de classe spécifique à celle-ci et qui permet de créer et d'initialiser les objets de cette classe. Le constructeur est appelé lorsqu'un nouvel objet est créé à partir de la classe. Enfin, nous avons les accesseurs et les mutateurs qui sont des méthodes propres à la classe et qui permettent respectivement de récupérer ou de modifier les données associées à nos variables de classe. Les accesseurs et les mutateurs sont souvent utilisés pour encapsuler les données de la classe et contrôler l'accès à ces données. Examinons maintenant une représentation concrète d'une classe. Tout d'abord, vous pouvez voir sur votre écran le mot-clé public. Il en existe plusieurs qui permettent la mise en place de l'encapsulation. Ils déterminent le niveau d'accessibilité des propriétés et méthodes depuis l'extérieur de la classe. Nous en reparlerons bientôt. Votre classe va englober toutes ces caractéristiques de la même manière qu'une fonction. Dans un premier temps, vous avez deux attributs de classe, l'un de type int et l'autre de type string. Ensuite, vous disposez de trois constructeurs qui doivent impérativement porter le même nom que la classe. La différence entre eux réside dans les types et le nombre de paramètres. Nous appelons cela la surcharge. Ensuite, vous avez un accesseur getAttribute1 qui permet de retourner la valeur associée à la variable membre de la classe attribut1. Puis, un mutateur, setAttribute1, qui, grâce à une valeur transmise en paramètre, permet de modifier le contenu de la propriété attribute1 par cette dernière.
Désormais, nous désignerons les fonctions de nos classes comme étant des méthodes. Dans la partie suivante, nous verrons comment créer et initialiser un objet. Mais avant cela, voyons l'exemple du cours sous IntelliJ. Alors, voyons un exemple ensemble. Nous avons le package Squelette Class, dans lequel nous avons nos deux classes dans RCRC, une classe et main. Alors le main, c'est le point de départ de notre programme. Une classe, c'est une autre classe qui va nous être utile dans main. Alors nous avons une classe, c'est son nom. Pour la déclarer, on doit utiliser public classe suivi du nom, ouvrir les guillemets. Ensuite, nous avons les attributs. Alors ici, ils sont private, un de type int et un de type string. Alors, pour pouvoir utiliser un attribut privé, on le rappelle, comme les deux classes sont distinctes, ici, ça posera pas de problème, on y a accès à différents endroits. Mais si on souhaite y accéder depuis l'extérieur de la classe, on devra passer par ce qu'on appelle une fonction. Par exemple ici, les getters ou les setters. On reverra ça après. Alors ici, on a nos constructeurs. On a le constructeur par défaut. Un qui prend un paramètre et un qui en prend deux. Alors ils peuvent être comme on souhaite. Hein. Il n'y a pas de limite. Alors, à partir de ce moment-là, on peut après initialiser, à partir des valeurs fournies en paramètres, nos attributs de notre classe. Alors, par exemple ici, l'attribut 1, on décide de le fixer à 1 et le 2 à 3. Mais là, on ne le fait pas à partir de paramètres. C'est nous qui avons mis ça manuellement. Ensuite, pour l'autre, on décide d'assigner l'attribut à 1 par rapport à ce paramètre-là. Alors, à quoi sert le this? Alors, le this, ça permet d'enlever toute ambiguïté par rapport aux paramètres qu'on est en train de manipuler. Entre autres choses, ça fait autre chose aussi, mais on en parlera plus tard. Alors, le this.attribute, ça permet de dire qu'on travaille avec cet attribut 1 de cette classe-là. Alors, du coup, quand on met, par exemple, il est commun d'avoir le même nom en paramètre que le même nom de l'attribut à lequel on veut l'attribuer. Donc il faut qu'il y ait un moyen de les différencier pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, rien que pour vous en tant que développeur. Maintenant on a notre getter et notre setter. Lui il permet de retourner l'attribut 1. Alors on remarque bien qu'il n'y a pas le this, mais comme j'ai dit, c'est optionnel le this, mais c'est mieux de le mettre. Dans cette situation-là, il n'y a aucune ambiguïté, mais sinon c'est mieux de le mettre. Par exemple, on peut le rajouter. Dans le set, voilà, on prend le attribut 1 en paramètre et on l'assigne à celui qui est déjà à la propriété de la classe. Alors ici, ça peut être soit, par exemple, une modification quand il est appelé après un constructeur, ou alors en tant qu'initialisation, si le constructeur qui nous a permis de construire notre objet et qu'on est en train d'utiliser ne s'en est pas occupé lui-même. Alors, regardons la classe main. Nous avons créé 3 objets différents, le 1, le 2, le 3, avec 3 constructeurs différents pour montrer l'exemple. Et après, quand on veut modifier l'attribut, là on veut le récupérer, celui de l'objet 1 on veut le récupérer. Là, on a notre objet 1, après on le modifie, et on veut rafficher sa valeur. C'est pour montrer qu'il y a vraiment eu un changement. Alors, par exemple, si on exécute le programme, on verra qu'on aura 100 en premier, 100 en deuxième, pardon, et 1 en premier. Alors, point important qui sera reprécisé plus tard, c'est que chaque objet que l'on initialise à partir d'un constructeur, il est unique. Il a son propre écosystème. Ça veut dire que, par exemple, mon objet, il est construit sur le modèle d'une classe qui a des attributs, des constructeurs et des fonctions qu'on appellera à partir de maintenant méthode. Voilà, un nouveau mot à mettre dans votre liste. Et à partir de ce moment-là,
ils seront uniques. Toutes ces propriétés seront uniques. Ça veut dire que si vous modifiez une propriété dans mon objet 1, et ça modifiera pas celle d'objet 2, d'objet 3. Faut savoir qu'une classe, c'est un modèle sur lequel va se calquer notre objet, et c'est son propre modèle, et ils auront tous chacun leur propre écosystème.